GLQ 1100, Géologie générale, cours 4, les roches sédimentaires, module 3, la météorisation chimique. On va maintenant aborder l'aspect chimique de la météorisation des matériaux exposés aux conditions atmosphériques. Allons dans les notes de cours immédiatement. On reprend ici l'altération de la roche-mère, mais cette fois-ci, on regarde l'altération chimique qui va se produire. Donc, le principal agent qui va contribuer à l'altération des roches, c'est l'eau. Quand on est sur les continents, l'eau nous arrive sous forme de pluie, elle peut ruisseler à la surface, mais peut s'infiltrer aussi. Et là, c'est la porte d'entrée pour les eaux souterraines. Et cette eau-là peut dissoudre les ions rapidement disponibles pour la solubilité dans l'eau. Donc, ici, on a nos roches là, qui vont se faire altérer et on va avoir rapidement, entraîné par la migration des eaux souterraines, là, un départ des ions solubles. L'eau va ultimement couler jusqu'en mer et là, bien, ça va précipiter et certaines compositions qui se forment en milieu marin, comme les carbonates, les phosphates, vont directement se produire à partir du lessivage des roches ici. Là. Maintenant, parlons des insolubles. Eh bien, il y a certains minéraux qui vont simplement se faire hydrater. Donc, transformation minérale. Hein, on a un mica qui se fait hydrater, donc l'eau rentre dans sa structure, la composition chimique change, ça devient un peu plus hydraté, comme par exemple la muscovite va devenir une séricite, par exemple, là. Et là, on va parler d'argile micacée ici. On donne comme exemple de ça l'hylite, c'est un autre exemple d'argile micacée. Mais il va y avoir aussi formation de nouveaux minéraux. Hein? Les cations et les anions qui sont libérés par l'eau qui s'infiltre dans les roches, eh bien, il peut y avoir des réactions chimiques qui se forment sur place avant même que l'eau les entraîne ailleurs. Et là, bien, on va avoir des minéraux néoformés. On donne exemple ici la kaolinite comme exemple de minéral qui se forme directement dans les profils d'altération. Et il va y avoir une partie aussi de réaction chimique là, qui ne se structurera pas vraiment en minéraux. On va appeler ça des hydrolysats. On donne ici l'exemple de la gibbsite, qui est un hydroxyde d'aluminium. Comme ce n'est pas vraiment structuré, c'est un petit peu exagéré d'appeler ça un minéral. Il manque une partie de la définition. Bon, eh bien, ici, pour des raisons d'espace, on a juste écrit minéraux secondaires, mais si on voulait être vraiment complet, minéraux secondaires et autres produits d'altération. Bon, et la gibbsite, c'est un autre produit d'altération qui tombe dans cette boîte-ci. Et maintenant, en bas, ici, le complexe d'altération, eh bien, qu'est-ce que ça va contenir? Eh bien, évidemment, les minéraux secondaires dont on vient de parler ici, hein, des minéraux simplement transformés ou des nouveaux minéraux formés et d'autres matières résiduelles. Mais ça va contenir aussi des minéraux qui ont toujours résisté à cette altération chimique-là ici. Hein. Si on imagine un zircon, par exemple, là, eh bien, il ne sera pas entraîné par les ions solubles, donc il va plutôt se concentrer dans le résidu. Hein, ça va faire partie des minéraux hérités de la roche-mère et ça va se retrouver dans le complexe d'altération, qui est la matière première là, pour les roches sédimentaires dont on parle. On avait dit, on va éroder ce complexe d'altération-là, on va accumuler ça diagenèse pour former les roches. Eh bien, là, on est à l'étape de décrire la formation de la carapace d'altération là, qui se forme sur les roches par altération chimique. Bon. Allons à ce graphique-ci maintenant. On regarde son titre avant. Schéma montrant l'ordre de destruction des minéraux primaires et l'ordre d'apparition des minéraux secondaires. Et maintenant, on le regarde. Est-ce qu'on connaît bien ces minéraux-là?
Oh, olivine, pyroxène, amphibole, biotite, muscovite, mica, plagioclase calcique, plagioclase sodique. Ça ressemble à la suite réactionnelle de Bowen qu'on avait parlé dans le chapitre sur les roches ignées. Hein, ce sont tout à fait les mêmes minéraux. On se souvient, l'olivine commence à se former à haute température et parallèlement le feldspathe plagioclase calcique. Et la suite de l'histoire dépend de la composition du liquide magmatique. S'il y a encore du SiO2 dedans, on va pouvoir poursuivre les réactions chimiques. Et en finale, c'est le liquide résiduel contient encore du SiO2, mais qui n'a plus aucun cation pour provoquer des réactions. On va former des cristaux de quartz ici en finale. Bon, eh bien, on reprend ces minéraux-là pour vous dire que plus un minéral est dans des conditions de température-pression différentes de son environnement de formation, eh bien, plus il va être instable aux conditions de température et pression de l'atmosphère. La ligne que voici, là, ça représente les conditions de température et pression de l'atmosphère. Et l'olivine, au moment où elle s'est formée, on était dans des conditions de, évidemment, haute pression. On était à l'intérieur de l'écorce terrestre, premièrement. Et deuxièmement, on est à des températures de plus de 1000 degrés Celsius. Quand on est descendu ici, eh bien, c'est que l'olivine est exposée aux agents du climat, donc à pression atmosphérique et à température actuelle de l'atmosphère. Donc, c'est le minéral qui est le plus éloigné de ces conditions de température-pression de formation. Et c'est celui qui est le plus instable. C'est à peine exagéré, là, de dire que quand on laisse de l'olivine exposée dehors à la pluie, ça rouille comme des clous. On peut quand même vérifier qu'au Mont-Royal, il y a de l'olivine dans le gabbro du Mont-Royal. Et là où on a fait des coupes pour la construction du boulevard Camien-Hood, quand on va revoir ces coupes-là, et ça n'a pas 100 ans, ça a à peine 70 ans, le boulevard Camien-Hood environ, là, eh bien, là où il y avait de l'olivine, ce sont des petites cavités remplies de rouille. Donc, c'est déjà disparu à l'échelle de la vie humaine, là, ici, là, ces olivines-là. Et à l'autre extrême, le quartz, eh bien, c'est le plus résistant de tous les minéraux cardinaux, hein, les minéraux dominants dans la composition des roches ignées. C'est celui qui est le plus résistant et qui peut être abondant dans les produits d'altération. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe quand on s'enfonce là, dans une altération qui est de plus en plus poussée. Hein? Altération croissante. Hein? Faiblement altérée en haut, fortement altérée en bas, ici. Là. Bon, eh bien, il faut regarder un petit peu la chimie de départ. L'olivine va se transformer progressivement en serpentine. Et si l'altération est encore plus poussée, un argile qui s'appelle la montmorillonite. Les autres ferro-magnésiens, pyroxène, amphibole, biotite, ça va évoluer sous forme de chlorite. Et si l'altération est encore plus poussée, eh bien, même la chlorite va s'altérer. C'est déjà un produit d'altération, mais ça va s'altérer à son tour et il ne va rester à la fin qu'un silicate d'aluminium là, qui s'appelle la kaolinite. Et pour les feldspathes et les micas, comme la muscovite, qui est un mica qui contient du potassium, eh bien, ça va d'abord s'hydrater sous forme de séricite, ça va s'altérer en illite, et si l'altération climatique est très profonde, eh bien, l'illite va se faire détruire elle aussi, et ça va former de la kaolinite à la fin. L'altération, pour que ça soit poussé au point de former de la kaolinite, là, eh bien, ça prend des conditions de climat humide tropical. Donc, c'est dans les pays tropicaux qu'on va former la kaolinite dans les profils de sol. Hein, on parle toujours de la carapace d'altération qu'on trouve à la surface du sol. Les matériaux exposés aux conditions climatiques, ce sont les matériaux de surface. Donc, il va se former une carapace enrichie en
kaolinite quand on est dans des conditions de climat tropical. Quand on est dans des climats de tempérés humides, comme ici au Québec, on ne dépasse pas tellement cette ligne-là ici. Donc, dans les sols, l'altération de tous ces minéraux primaires vont former des chlorites et de l'ylite, et le climat n'est pas assez sévère pour qu'on descende ça au niveau de la kaolinite. Quand on est dans un climat tropical et que chlorite et illite se font détruire, on se retrouve sous forme de kaolinite, à la fin, c'est tellement lessivé dans toute la composition en éléments chimiques qui formaient tous ces minéraux-là, qu'on se retrouve avec un produit fortement enrichi en aluminium et en fer. Et là, ben, ça devient un minerai qu'on appelle la bauxite. Je peux vous montrer rapidement qu'est-ce que ça a l'air de la bauxite. On va faire ceci. Voici le fameux minerai qu'on appelle la bauxite. Donc, dans les pays tropicaux, la carapace, la cuirasse là, qui recouvre les sols tropicaux là, est enrichie en fer et en aluminium. Et voici l'aspect que ça a. Le rouge, ce sont des oxydes de fer, essentiellement hématite et goethite. Et la teinte claire qu'on a un peu partout, eh bien, c'est kaolinite et gypsite. Et là, ben, tout le reste de la composition a été lessivé à tel point que ça peut contenir plus que 40% d'aluminium. Et à ce moment-là, c'est déclaré du minerai pour l'extraction de l'aluminium. On traite ce minerai au Québec et on a des fâcheux résidus rouges. Eh bien, on voit ici la cause. Hein? La substance qui nous intéresse, c'est plutôt le blanc. Et le rouge, bien, ce sont les impuretés de fer, les oxydes de fer qui sont des impuretés en quelque sorte quand c'est l'aluminium qui est le produit qu'on extrait ici. Là. Et donc, les usines qui traitent ce minerai-là sont pris avec des rejets ferrugineux dont on voit la cause ici. Là, ce sont toutes les sphérules ferrugineuses là, qui sont présentes dans le minerai. On retourne dans nos notes de cours. Maintenant, allons voir les processus. Les trois principales réactions chimiques qui sont responsables de l'altération des roches. On va commencer par parler de l'hydrolyse, qui est sûrement le principal. C'est l'action de l'eau qui détruit. Hein? Hydrolyse, ça veut dire détruire par l'eau. Et là, bien, qu'est-ce qui se passe? L'eau a un grand pouvoir de dissolution. Hein? On peut dissoudre des sels dans l'eau bien facilement. Mais l'action de l'eau peut être facilement renforcée quand cette eau-là devient acide ou alcaline. Prenons par exemple l'eau de pluie. Eh bien, même si c'est de l'eau distillée d'une certaine façon, hein, évaporée en mer, ça tombe sous forme de précipitation, ça n'a pas un pH neutre de 7. Parce que l'eau de pluie va dissoudre le CO2 de l'atmosphère et cette eau de pluie-là va contenir de l'acide carbonique. Donc, le pH de l'eau de pluie est légèrement acide par rapport à de l'eau qui est neutre chimiquement. Mais l'eau peut devenir alcaline, surtout dans les pays très, très arides, par évaporation et concentration de calcium, sodium, potassium. Mais l'eau peut devenir très, très, très acide aussi parce qu'il n'y a pas juste le CO2 qui va baisser son pH. Il peut y avoir l'action de la végétation, par exemple. Vous savez, les forêts nordiques qui recouvrent là, tout l'intérieur des terres, là, eh bien, la litière de ces forêts-là est extrêmement acide. Et là, ben, c'est que les plantes se nourrissent directement des matériaux rocheux qui sont en dessous d'eux. On dit les plantes font la photosynthèse. Oui, ça c'est pour le carbone nécessaire à leur biomasse. Mais les plantes ont besoin de bien plus que ça.
Les plantes ont besoin de potassium et de phosphore aussi. Où vont-elles chercher le potassium et le phosphore? Le carbone, c'est dans l'atmosphère, pas de problème. Mais le potassium et le phosphore, c'est dans le sous-sol. Donc, les plantes ont des racines et ont une chimie qui rend leur terminaison très acide, de façon à être capable d'arracher les cations qui sont nécessaires à leur biomasse là, directement dans les matériaux rocheux. Cette figure-ci montre la raison pourquoi l'eau a un si grand pouvoir de dissolution. L'eau, c'est un élément, un composé chimique neutre, hein? 2 charges plus, ici 2 charges moins, H2O, c'est chimiquement, électriquement neutre. Mais la molécule n'est pas symétrique. Regardez, il y a un angle de 105 degrés entre les deux hydrogènes ici, qui fait que l'eau se comporte comme un dipôle. Si je trace une ligne horizontale ici, le côté d'en haut, c'est la partie négative du dipôle, et la partie d'en bas, c'est la partie positive du dipôle. Et là, ben, quand on met du sel, par exemple, dans l'eau, hein, la partie négative va attirer les sodium, et la partie positive va attirer les chlores, et on va défaire un cristal de sel, hein, en le solubilisant de cette façon-là. Qu'est-ce qui rend un ion soluble dans l'eau? Je vous présente ici une relation empirique qui a été constatée. On place ici sur un graphique le rayon ionique. Alors, on se souvient, le sodium, calcium, hein, 100 ppm, 102 ppm. Là, on est ici, c'est de ça qu'on parle. On avait vu que le potassium, c'était un cation qui était beaucoup plus gros que le sodium. C'est de ça qu'on parle ici. Là. Maintenant, le nombre de charges électroniques, eh bien, Na+, hein, Ca++, etc. pour les autres ici. Là. Donc, le nombre de charges électroniques. Et là, ben, le graphique est divisé en 3 domaines. Les cations solubles se logent ici. Ce sont les cations qui ont des gros rayons ioniques et un nombre de charges pas très important. Et les anions, maintenant, les oxyons. Bon, qu'est-ce qu'on entend par oxyon? Là, ça serait important de dire ça. Regardez, on voit le carbone ici. Le carbone, quand il est moléculaire, eh bien, le diamant, c'est pas soluble, hein? Le graphite, c'est pas soluble. Mais quand le carbone est lié à l'oxygène, et c'est pas carbone que l'on a, c'est CO3 moins, eh bien, c'est de ça qu'on parle. C'est donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est pas le phosphore élémentaire, c'est PO4, SO4, CO3, NO3, nitrate, carbonate, phosphate, sulfate. Et ça, ce sont des oxyanions solubles. Au centre, on a les insolubles. Et là, ben, j'attire l'attention sur le fer et l'aluminium qui sont sur ce graphique-là, là, déclarés comme peu solubles, même fortement insolubles. Quelqu'un pourrait me poser la question, est-ce qu'il y a une erreur dans le graphique? On voit le fer ici, on voit le fer ici, est-ce qu'il y a une coquille? Pas du tout. Le fer a 2 états d'oxydation. On a le fer réduit, qu'on appelle fer ferreux Fe++, et le fer ferrique Fe+3, plus 3 ici, insoluble. Le fer ferrique soluble, le fer ferreux soluble et le fer ferrique insoluble. Et là, ben, on l'a placé ici, c'est pour juste aborder la question d'un changement d'état que vous avez déjà constaté. Hein. Le fer ferreux peut être transporté par les eaux souterraines, mais quand cette eau-là devient oxygénée, ça passe à l'état ferrique insoluble et ça précipite. Ça peut être la cause de la formation de gisements de fer, mais si on est dans la maison chez vous, ça peut être la cause d'une formation de taches de rouille dans votre lavabo. On a l'eau qui est desservie par des canalisations d'aqueduc, là.
eh bien, l'eau circule dans des tuyaux qui sont fermés. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène là-dedans. Le fer qui se fait dissoudre, surtout quand les tuyaux sont en fer, va être à l'état de fer ferreux. Quand cette eau-là arrive chez vous et qu'elle sort d'un lavabo, on imagine le cas où on a un robinet défectueux, hein, quand il est fermé, ça dégoutte faiblement. Eh bien, la goutte d'eau qui tombe contient une faible proportion de fer ferreux. Pendant que la goutte tombe, l'oxygène de l'air va oxygéner la goutte d'eau et par le temps que ça arrive dans le fond du lavabo, le fer ferreux est déjà passé à l'état fer ferrique insoluble. Et là, ben, lentement, goutte par goutte, il y a une tache de rouille qui va se former dans votre lavabo. Bon, voilà pour ce graphique-là. On était toujours en train de parler de l'hydrolyse ici, en quels sont les cations que l'eau peut mobiliser facilement. Et là, ben, on comprend que fer et aluminium ici, là, ça va se concentrer dans des profils où l'eau dissout des éléments chimiques. Maintenant, on va parler de l'oxydation. Après l'hydrolyse, l'action de l'oxygène qui oxyde des matériaux. Comme on dit souvent ici, là, quand des matériaux exposés aux conditions atmosphériques, là, ça altère l'apparition de rouille, ça va être le premier signal qu'il y a de l'oxydation qui est en train de se produire. Et là, bien, je vous donne comme exemple de réaction d'oxydation une réaction qui est un petit peu qui a causé beaucoup de problèmes dans le domaine de l'ingénierie. C'est quand il y a dans les matériaux qui s'altèrent présence de pyrite. La pyrite, c'est un minéral qui est indésirable pour plusieurs tâches dans le domaine de l'ingénierie. Là, ben, ça prend de l'eau et de l'oxygène. Donc, on peut être, par exemple, dans un remblai. Ça peut être des travaux d'ingénierie, mais ça peut être aussi dans le domaine du minier. Hein, on exploite une mine de sulfure. Les sulfures, ça vient toujours en cortège. Et s'il y a de la chalcopyrite, il va y avoir de la pyrite aussi. Donc, dans les rejets miniers, on va avoir du sulfure de fer. En présence d'eau et d'oxygène, il va se produire une réaction qui va produire du sulfate de fer et de l'acide sulfurique. Et là, ben, les rejets miniers vont acidifier les eaux souterraines. Et là, ben, c'est un problème à contrôler. Et si on revient à des problèmes d'ingénierie, quand l'acide sulfurique commence à se former, s'il y a présence de calcium, hein, on est dans du béton par exemple, là, puis on a mis des agrégats qui contiennent de la pyrite, mais l'acide sulfurique qui se forme va réagir avec le calcium pour former du gypse et on va avoir une réaction gonflante. Bon, on va reparler sûrement de ce problème-là. Maintenant, la dernière réaction qu'on va parler, c'est celle de la carbonatation. On revient, hein, l'eau de pluie, par exemple, là, va dissoudre du CO2 et va contenir de l'acide carbonique. Et là, bien, on parle de l'eau qui s'infiltre là, dans les fines fractures des roches là, et qui contient de l'acide carbonique. Les potassiums des phosphates alcalins vont se faire transformer en carbonate de calcium. Les magnésium, même chose, carbonate de magnésium. Et on aurait pu rajouter aussi calcium, qui va devenir du calcium des phosphates alcalins, qui va devenir du carbonate de calcium. Et là, bien, quand on expertise des roches, surtout quand on regarde ça en lame mince, eh bien, c'est fréquent quand on voit les phosphates sont traversés par des petites vénules de calcite. Même quand on regarde des roches un peu altérées, là, on met une goutte d'acide sur un phosphate. Normalement, comme c'est un aluminosilicate, ça ne devrait pas réagir et ça réagit faiblement. Ça veut dire qu'il y a des carbonates qui se sont formés dans cette roche-là. Eh bien, c'est un signe qu'il y avait une altération qui avait déjà commencé à se produire dans ces roches-là. Bon, eh bien, ceci termine le module sur l'altération chimique
des roches.